Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et pour cet entretien, nous sommes avec Liselotte Dutreuil. Bonjour Benoît, rebonjour. Il y a 2 semaines, Gérald Darmanin affirmait sur le plateau de CNews connaître les liens entre le joueur de foot Karim Benzema et les frères musulmans, confrérie islamiste proche du Hamas. Et suite à cette déclaration qui fait polémique, Valérie Boyer, la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, réclame la déchéance de nationalité de Karim Benzema. Cette demande s'appuie sur l'actualité. Après les attentats d'Arras et de Bruxelles, nos politiques le jurent, cette fois la justice sera impitoyable et l'État intraitable, si bien que la question de l'expulsion des fichiers S est soulevée et l'on se met à espérer. Alors qu'il n'y avait pas eu d'après Charlie Hebdo, ni d'après Bataclan, ni bien sûr d'après Samuel Paty, ne pourrait-il pas y avoir un après Dominique Bernard, un après Arras ? Pour répondre à cette question, nous sommes heureux d'accueillir Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves Le Gallou, ancien député européen, président de la Fondation Polémia. Et puis avec nous également Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris et chroniqueur. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous partagez ce sentiment que cette fois, trop c'est trop, le sang des Français a assez coulé, c'est la fin du déni, et est-ce qu'il faut accorder, selon vous, du crédit à ces déclarations viriles qui émanent de nos gouvernements ? Pierre Gentillet ? Écoutez, moi je pense que je suis un peu désabusé. Je pense que personne n'y croit. Ça fait quand même 6 ans que ce gouvernement est aux responsabilités. Emmanuel Macron lui-même était ministre sous le gouvernement de François Hollande. Franchement, là, votre question me fait sourire de bon matin et je pense qu'elle fera sourire beaucoup d'auditeurs parce que voilà, je pense qu'on sait très bien que ce gouvernement est dans le déni migratoire. Donc, comment regarder objectivement le terrorisme si on en est dans le déni migratoire, c'est-à-dire si on accueille près d'un demi-million d'entrées légales, et je ne parle que des entrées légales chaque année, je veux dire, à ce moment-là, on ne peut pas considérer que ce gouvernement prend en compte nos intérêts et veut nous protéger au vu de ce qu'il fait déjà sur le plan migratoire. Et est-ce que ça va changer ? Non. Clairement, je suis désolé, là, je n'ai aucun espoir pour le début, en tout cas, de cette mission. Justement, concernant la question migratoire, est-ce que ces déclarations qui sont en fait assez techniques, on parle d'expulser des fichiers S, on parle d'installer des portiques aux entrées d'école, est-ce que c'est pas éluder le problème dans sa globalité, à savoir le nombre, enfin la question du nombre de l'immigration, ouais. Jean-Yves Le Gallou. C'est évidemment la question absolument centrale. Cette histoire de fichiers S, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, c'est-à-dire que on est en train de focaliser les discussions autour de quelques cas, quelques dizaines de cas, au mieux quelques centaines de cas, alors que le vrai sujet, comme l'a rappelé Pierre Gentillet à l'instant, c'est des centaines de milliers de cas. C'est-à-dire que là, on est en train de parler, de se focaliser sur quelque chose qui représente un cas sur 1000. Alors, je ne dis pas que les 500 000 entrées sont évidemment des radicalisés, mais le vivier de l'islamisation, le vivier du terrorisme islamique, c'est cette immigration de masse qu'on n'a pas su, ni pu, ni voulu arrêter depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, et qui est le sujet central. Pour moi, aujourd'hui, le sujet central, c'est les gens qui débarquent tous les jours à Lampedusa, tous les jours aux Canaries, et qui vont se retrouver dans l'ensemble de l'Europe, en France notamment, ensuite. C'est ça le vrai sujet. C'est vraiment un problème de plomberie. Quand on a une fuite, on commence par fermer l'arrivée d'eau. Et après, on voit comment on peut évacuer l'eau déjà présente. Et donc, le vrai sujet, c'est l'arrêt d'immigration. C'est pas la focalisation sur des cas particuliers. Alors, l'affaire Benzema a un côté absolument ridicule. En fait, c'est de la captation de notoriété. C'est même dérisoire. Le ministre de l'Intérieur français est aujourd'hui en train de chercher à capter de la notoriété en créant une polémique assez dérisoire avec un joueur de football qui habite à 8000 km.
Oui, est-ce qu'on n'est pas dans une outrance complète alors que la solution n'est pas si extrême? Des pays de centre-gauche comme le Danemark ont réduit leur immigration, mais nous en France on assiste à une surenchère à vouloir déchoir de nationalité un footballeur qui est en plus Ballon d'Or, alors il a peut-être des liens avec l'islamisme, alors même que la France accueille reçoit sur son sol des centaines de milliers de personnes. Est-ce que cette incapacité provoque notamment chez Darmanin une exagération, une surenchère du verbe et jamais des actes? C'est une exagération, oui, permanente, mais d'autant qu'il s'agite parce qu'il se sait, et j'ai eu l'occasion de le constater il n'y a pas très longtemps, il se sait impuissant en fait. Je vais vous donner un exemple. Gérald Darmanin était invité chez Pascal Praud il y a une semaine, je crois, et il a annoncé que pour, vous savez, expulser plus facilement certaines familles, et en particulier expulser des enfants, parce qu'on ne peut pas, sauf cas exceptionnel, expulser un mineur de moins de 13 ans, c'est quasiment impossible, il faut changer la loi. Et en réalité, Gérald Darmanin, confronté à différentes questions, a fini par avouer qu'en réalité, sa loi ne servirait à rien. Parce qu'elle serait, et là on arrive sur un sujet plus technique, parce qu'une loi sur l'immigration serait probablement censurée en l'état, si elle est ambitieuse, par le Conseil constitutionnel, et probablement que la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, condamnerait la France et que les juges français utiliseraient les articles de la CEDH pour priver tout ou partie des faits ces lois. Donc en réalité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Gérald Darmanin se sait impuissant, il veut faire une loi en sachant pertinemment qu'elle ne réglera pas le dixième du quart du millième du problème migratoire, parce que si on parle d'expulser, parce que là on se focalise que sur la partie sortie, hein, on a parlé suffisamment avec Jean-Yves avant, j'y reviens pas, sur toute la question de l'entrée, il faut d'abord fermer le robinet, j'ai envie de vous dire, avant de vider la baignoire, mais si on veut vider la baignoire, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens en l'état de notre droit, ça suppose de passer bien au-delà d'une loi, je le dis. Seule une réforme constitutionnelle d'ampleur, inscrivant dans notre Constitution ou dans le préambule de notre Constitution des éléments juridiques, des garanties en matière migratoire, seule une réforme d'ampleur permettra à la fois de contrer les traités et les juges. Alors Pierre Gentil, je vous interromps 2 petites minutes, on va y revenir sur cette réforme constitutionnelle nécessaire, mais avant on va faire un point sur l'actualité avec Marie Falicon. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Et pour cette table ronde, nous sommes ce matin avec Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia et ancien député européen, ainsi que Pierre Gentil, avocat au barreau de Paris et chroniqueur. Pierre Gentil, vous évoquez effectivement ce problème de juridiction. Il s'illustre, je le pense, du coup, dans la polémique qui a lieu en ce moment à Bélabre. Je crois que du coup, c'est un sujet dans lequel vous êtes très engagé. On voit très bien là qu'il y a un bras de fer entre les décisions politiques, la justice et la volonté du peuple. On sait aujourd'hui que 87% des Français sont pour, par exemple, l'expulsion des fichiers S étrangers. On a aussi des pourcentages très élevés concernant la question de l'arrêt de l'immigration. Comment on pourrait justement gagner ce bras de fer entre volonté citoyenne et... Alors là, c'est une question d'une heure que vous me posez là, donc c'est quand même d'être très très court, d'autant que je ne suis pas tout seul, bien sûr. Je pense vraiment que si on veut régler la question migratoire, déjà, toute personne qui vous parle d'une simple loi n'est pas crédible. Tout politique qui vous dit que la solution se réglerait par une loi ordinaire, son propos est destiné à nous faire perdre du temps. Il faut, pour être très concret, si nous voulons reprendre la souveraineté en matière migratoire, il faut, constater que Frontex est totalement inefficient. Donc, de manière temporaire, ou en tout cas générale, tant que Frontex n'est pas arrivé à maîtriser les frontières européennes, l'État français doit reprendre le contrôle de ses frontières, premièrement. Et deuxièmement, le plus important, c'est de passer par une réforme constitutionnelle pour ajouter un article ou modifier une partie du préambule de la Constitution, en inscrivant notamment que le droit du sang, permet l'acquisition de la nationalité française, petit 1, et petit 2, que toutes les lois, c'est tout simple,
que toutes les lois qui concernent ce domaine régalien qu'est le sujet migratoire ont valeur supérieure au traité. Si on inscrit ça dans la Constitution, on règle une très grande partie de nos problèmes. Jean-Yves Le Gallou, vous, c'est des solutions, ça, l'expulsion des étrangers, des fichiers S que vous auriez pu proposer il y a 30 ans. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu las de voir que, en fait, ça arrive sur le tapis, mais finalement des dizaines d'années trop tard? Un peu tard. Si vous voulez, ça fait effectivement, quand Pierre Gentil a dit on ne réglera pas le problème par la loi, mais par la réforme de la Constitution, c'est absolument certain. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que depuis 30 ans, 40 ans, il y a eu des dizaines de lois, une quarantaine de lois qui ont changé ce qu'on appelle le CESEDA, c'est-à-dire le Code des étrangers, du séjour et du droit d'asile en France. Il a été changé des dizaines de fois. Et c'est d'ailleurs ce que propose Darmanin, c'est de le changer une fois supplémentaire. Mais à chaque fois, ce sont des changements cosmétiques. On crée des débats polémiques parce que, évidemment, les immigrationnistes protestent, mais le résultat, c'est l'absence totale de changement. Alors, c'est vrai que en 40 ans, la situation s'est profondément modifiée, s'est profondément dégradée. Mais pour moi, aujourd'hui, la priorité absolue, avant toute autre chose, c'est effectivement l'arrêt de toute entrée nouvelle. C'est-à-dire que ça suppose de supprimer l'entrée au titre du regroupement familial, au titre du travail, au titre des arguments dits humanitaires qui sont généralement détournés, au titre aussi du droit d'asile qui lui aussi est détourné, sauf quelques cas tout à fait exceptionnels. J'observe d'ailleurs que s'agissant du droit d'asile, les personnes qui auraient pu légitimement en bénéficier, comme Snowden ou Assange, n'en ont pas bénéficié. Alors qu'un certain nombre de faux demandeurs d'asile, et même des dizaines de milliers, des centaines de milliers de faux demandeurs d'asile, en ont bénéficié. Donc la priorité des priorités, c'est d'arrêter toute entrée nouvelle. Et effectivement, pour cela, il faut modifier la Constitution telle que l'a décrite, modification telle que les a décrites Pierre Gentillet, et tout simplement avec un changement de perspective qui consiste à passer du droit des individus étrangers à entrer en France, au droit à l'immigration, à passer à un droit à défendre l'identité française, à défendre la civilisation européenne d'expression française. C'est un basculement de philosophie politique auquel il faut procéder, doublé par une réforme constitutionnelle finalement assez simple mais radicale. Et il faudra, je le dis, que les juges s'y plient, parce que depuis 40 ans, ce ne sont pas les élus qui font la politique migratoire, ou très peu les élus, ce sont les juges européens, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, les juges du Conseil constitutionnel, et qui font une interprétation idéologique du droit. Parce que les textes sur lesquels ils s'appuient sont des textes généraux dont ils font une application idéologique. D'ailleurs, nous consacrerons à Polémia, le 18 novembre prochain, un forum au gouvernement des juges pour voir quel est leur bilan et quelles sont les conséquences de ce gouvernement des juges. Mais pour sortir du gouvernement des juges, il faut une réforme en profondeur de la Constitution telle qu'elle a été décrite par Pierre Gentillet. Et Pierre Gentillet, d'ailleurs, sur cette question des juges, est-ce que demain, même s'il y avait cette réforme constitutionnelle sur l'immigration et donc l'identité française, la sanctuariser en mettant fin au droit du sol, est-ce que les juges constitutionnels ne bloqueraient pas l'action publique en faisant appel à une jurisprudence européenne ? Non, juridiquement, c'est impossible. Alors, je suis d'accord sur le fait que les juges en font souvent qu'à leur tête, mais quand même, ils ont des marges de manœuvre, mais
je veux quand même rappeler un principe ici, qui est parfois d'ailleurs oublié par des gens qui sont un peu obsédés par l'Union européenne, qui certes est responsable de beaucoup de choses, mais dans l'ordre juridique français, et c'est ce qui prime, la hiérarchie est la suivante. D'abord la Constitution, puis les traités, puis la loi. Ce qui veut donc dire que si demain une disposition constitutionnelle interdit, par exemple, le regroupement familial, interdit le droit du sol, les juges ne pourront pas, ou alors se mettront en contravention avec le droit en vigueur. Le problème aujourd'hui, c'est quand les juges prennent des décisions, ils ne sont pas en contravention avec le droit en vigueur. Soit ils créent de nouveaux droits, c'est ce qu'on a vu avec le Conseil constitutionnel qui a créé un principe de fraternité qui a permis en 2018 à Cédric Herrou de continuer à faire venir des migrants dans le sud de la France, ou alors tout simplement, en fait, ils appliquent des règles de droit aujourd'hui en vigueur et qui nous sont clairement nuisibles. Hein, je le dis. L'article, quand les juges, si on parle de regroupement familial, les juges se réfèrent assez souvent à des jurisprudences constitutionnelles ou alors tout simplement aux articles 6 et 8 de la CEDH qui fondent le droit de mener une vie privée et une vie familiale normale. Ces articles-là, c'est le législateur, c'est le Parlement français qui a décidé d'adopter cette convention il y a plus d'une soixantaine d'années aujourd'hui, je crois, 70 ans. Donc, je vous le dis, si demain nous avons ces dispositions dans la Constitution, elles primeront sur toute loi, sur toute décision juridictionnelle et sur tout traité. C'est important de le rappeler. Sur tout traité, il nous reste la Constitution. Je veux le marteler. Le droit européen n'est pas supérieur à tout le droit français, car le droit qui est constitutionnel reste supérieur au droit européen. Ça, il faut bien l'entendre. Du coup, la question identitaire, en fait, devrait être plus soulevée, au-delà peut-être de l'argument sécuritaire. Je reviens vers vous, Jean-Yves Le Gallou. Ça voudrait dire, dans ces cas-là, que la question de l'expulsion des fichiers S, en l'occurrence, n'est plus si utile que ça, parce que finalement, on sait que ça ne concerne qu'une toute petite partie, qui se base effectivement sur des questions de sécurité. En revanche, il y a toute la partie des immigrés qui, a priori, sur le papier, ne pose pas de problème, mais qui, au niveau sécuritaire, mais qui, en revanche, au niveau identitaire, sont clairement... Pose à une question de masse, de la qualité, de la quantité devenue qualité. C'est-à-dire que c'est un problème d'abord de vivier. Pourquoi beaucoup d'immigrés posent une question identitaire ou sécuritaire, parce que ils sont extrêmement nombreux, venant de civilisations très différentes de la nôtre, voire hostiles. Il y a dans l'islamisme, dans l'islam en général, une certaine hostilité vis-à-vis de notre civilisation, vis-à-vis de notre histoire. Et je crois qu'il y a un continuum. C'est notamment Renaud Camus qui dit cela, entre un comportement de différenciation, voire d'hostilité à la société, un comportement délinquant et un comportement terroriste. Les terroristes, ils commencent leur carrière en étant délinquants. Et les délinquants, ils commencent leur carrière en étant hostiles à la société d'accueil dans laquelle ils vivent. Donc il y a un continuum. Alors c'est vrai, bien entendu, que tous les immigrés ne sont pas délinquants et terroristes, heureusement. Mais il y a un vivier de population qui pose un problème en termes à la fois d'identité et de sécurité. Et qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui vous diraient, à ce moment-là, plutôt que de les renvoyer, on pourrait se concentrer sur des solutions pour mieux les intégrer ? Oui, alors si vous voulez, ça c'est la solution gentille. Tout homme politique ou femme politique qui va parler du sujet va dire on va mieux intégrer, on va mieux assimiler, c'est gentil. C'est gentil, sauf que ça fait 40 ans qu'on en parle, 40 ans, voire 50 ans, et que ça ne marche pas. Alors il faut retenir la leçon de l'expérience. Si ça marchait, ça aurait déjà marché et on ne parlerait pas du problème. Si on parle aujourd'hui du problème, c'est parce que l'intégration
l'assimilation, ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Et si ça n'a pas marché hier, avec des populations d'entrée qui étaient relativement modérées par rapport à la situation actuelle, dans les années 70, il rentrait 50 000 personnes, 100 000 personnes dans les années 80. Si ça n'a pas marché avec ces entrées-là, ça ne risque pas de marcher aujourd'hui, où il rentre 500 000 personnes chaque année. 350 000 au titre du séjour et 150 000 au titre de demande d'asile, sans compter les mineurs isolés. Bon, donc si ça n'a pas marché hier, ça ne peut marcher aujourd'hui. C'est gentil de dire on va faire des efforts, on en fait de manière considérable, notamment des efforts financiers. Eh bien, ça ne marche pas. Donc tirons-en les conséquences. Et sur la question de la déchéance de nationalité de Karim Benzema, qui serait d'après Valérie Boyer ou Gérald Darmanin, influencé par le frérisme, est-ce qu'on n'a pas cette question au fond que oui, accorder la nationalité à quelqu'un, ce n'est pas faire de lui un Français, c'est-à-dire c'est un Français administratif avec les mêmes droits que les autres citoyens français, mais comment lever le tabou, car c'est un réel tabou, de cette citoyenneté administrative, de cette identité française administrative et pas de cette identité réelle, concrète. Oui, ça, je crois que le mot français aujourd'hui a deux sens. Il a le sens administratif, il a le sens aussi culturel, civilisationnel, charnel. Dans la tradition ancienne, on pouvait déchoir de la nationalité le français qui se comportait comme le national d'un pays étranger. Aujourd'hui, avec l'islam, c'est un phénomène un peu différent, car c'est pas finalement forcément comme le national d'un pays étranger qu'ils se conduisent, mais comme l'appartenant à une civilisation étrangère, voire hostile. Donc effectivement, je crois qu'on doit pouvoir envisager la déchéance de la nationalité, bien sûr, mais je pense qu'en matière d'accès au séjour, comme d'accès à la nationalité, comme de retrait de la nationalité, on doit en revenir à une conception, je dirais, discrétionnaire des choses. C'est-à-dire que c'est à l'État de décider qui il accepte et qui il refuse, et que dans ces domaines, le contrôle du juge devrait être extrêmement limité, en tout cas beaucoup plus limité qu'il ne l'est aujourd'hui. Pierre Gentier, vous vouliez réagir, peut-être aborder le côté juridique de cette déchéance de nationalité ? Justement, moi, je voudrais rebondir sur leur... Alors, je voudrais juste d'abord rebondir sur ce que Allez-y. disait Baudouin avant, parce que je pense qu'il y a une distinction très intéressante à faire. En tout cas, moi, j'y travaille beaucoup. On utilise l'expression français de papier. Je pense qu'en fait, tout simplement, il faut faire une distinction. C'est-à-dire qu'être français, c'est pas simplement, comme vous disiez, une carte d'identité, mais je vais aller plus loin. Il y a un petit livre de Ferdinand Tönnies qui est paru au début du XXe siècle qui s'appelle Communauté et société. Et dans ce livre, on distingue très bien ce qu'on peut retrouver ici, c'est-à-dire ceux qui font partie de la société, et la société se définit par des rapports de droit, des rapports juridiques, c'est-à-dire que concrètement, des millions de gens dont nous parlons aujourd'hui en France, qui même parfois parlent une autre langue, qui s'habillent différemment, qui ont d'autres coutumes. Enfin voilà, je parle de ce qui peuple majoritairement les banlieues. Écoutez, ils sont sous l'empire de nos lois, généralement. Ils participent à la société. D'ailleurs, généralement, les libéraux s'arrêtent à ça. Et donc, du coup, ils font partie de la société. Sauf que être français, ce n'est pas ça. C'est pas simplement faire partie de la société. C'est pas juste payer ses impôts, respecter la loi. C'est souvent un argument qu'on entend. Travail. Je Bien paye mes sûr. impôts. Et bien justement, c'est très intéressant parce que ça nous permet de penser, de repenser ce qu'est être français et de faire cette distinction entre la société et la communauté. La communauté ne se définit pas par des liens juridiques ou des liens économiques. Elle se définit par des liens empiriques, historiques, par des liens de sang aussi, et par un vécu, par un stress commun. Et ici, on voit bien que ces gens-là, une grande partie de ces gens-là, par exemple Karim Benzema, fait partie tout à fait de la société, encore que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il paye tous ses impôts en France, mais il ne fait certainement pas partie de la communauté nationale. Donc, je ne veux pas lancer
une nouvelle sémantique. On utilise l'expression français de papier, bien sûr, c'est très bien. Mais je pense que c'est important d'utiliser quand même ce mot de communauté nationale, parce que là, on comprend bien tout de suite de quoi on veut parler. Ces gens-là n'appartiennent pas, même si je ne leur dénie rien juridiquement, ils n'appartiennent pas à la communauté nationale française. Ensuite, sur la déchéance de nationalité, écoutez, c'est bien, mais le problème de la déchéance de nationalité, je connais je connais un peu ce problème. C'est difficile à mettre en place. C'est une des rares mesures dans lesquelles il faut un avis conforme du Conseil d'État. Donc, autant vous dire que des déchéances de nationalité, on ne va pas en faire avec ça des milliers par an. Et surtout, encore une fois, je veux dire, on regarde le problème du bout de la chaîne. En réalité, il faut le regarder à l'origine, hein, c'est-à-dire la question des entrées légales, des 500 000 entrées légales par an, sans parler des illégales. Donc, la déchéance de nationalité, si vous voulez, mais j'ai pas tellement envie qu'on se concentre, qu'on concentre tout le débat public là-dessus, parce qu'on va parler de quelque chose qui va affecter quelques Français. J'aime bien le symbole, c'est important, mais le gros sujet aujourd'hui, c'est la masse. Sur La masse certains des centaines de individus milliers de particulièrement personnes qui entrent chaque dangereux, année. sur certains Oui, individus mais c'est pas particulièrement ça. dangereux ou Mais c'est pas ça ce qu'il faut faire. Généralement, ces gens-là, ils ont une double nationalité, d'accord? Et ces gens-là, on les expulse, tout Ouais. simplement. Oui, parce qu'il y a un distinguo à faire entre effectivement déchéance de nationalité et expulsion. Et ça, peut-être que c'est ouais, pas mais encore... oui, parce que Pierre Gentier, sur un point de vue juridique, comment expulser quelqu'un qui est français, qui a une double nationalité, mais qui a comme une nationalité française? Il est donc sur son territoire national. Alors, bien sûr, alors c'est pour ça qu'effectivement, on peut lui. Vous avez raison. Effectivement, à ce moment-là, on pratique une déchéance de Je savais pas que nationalité. j'étais aussi juriste que vous. Non, Non, je plaisante. c'est pas. Mais si vous voulez, ensuite, enfin, rien ne nous empêche. Il y a souvent un argument qui est invoqué parce que là, on parle des gens qui ont une double nationalité. Mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont simplement français? Parce que Bien sûr. concrètement, les gens qui sont français, on dit où est-ce que vous les expulsez? Bah, à ce moment-là, il faut être un peu plus ingénieux juridiquement. Et alors là, ça va faire hurler. Mais je pense qu'il faut faire le distinguo. Quelqu'un qui est français, ben, on regarde simplement, est-ce qu'il a acquis sa nationalité française au cours, au cours de sa vie? Ben, à ce moment-là, s'il l'a acquis au cours de sa vie, on lui dit, écoutez, c'est pas compliqué, dans un an, on va prononcer une déchéance de nationalité. Vous avez un an pour trouver une nouvelle nationalité ou retrouver une autre nationalité. Si vous ne trouvez pas cette nationalité, ben, écoutez, monsieur, c'est pas compliqué. C'est ce qu'on faisait à Athènes il y a très longtemps. Vous êtes déchu de vos droits civiques. Ça veut donc dire, alors là pour le coup ça suppose de passer hors de l'état de droit, mais ça veut dire que simplement pour ce type d'individu à qui on a laissé une chance de trouver une autre nationalité, eh bien écoutez, vous n'avez plus de droit, c'est-à-dire vous n'avez plus de droit à l'emploi, vous n'avez plus de droit de vous inscrire sur n'importe quel formulaire administratif, enfin, voilà, vous êtes privé de droits civiques, plus de droit de voter évidemment. Ça va être compliqué pour lui, et à mon avis, il va trouver une autre nationalité. Vous savez, ces gens-là, si on considère qu'en plus ce sont des Français de papier, c'est-à-dire qu'ils ont prouvé un peu la nationalité française comme ils iraient au supermarché, Il fait bien de quelque ils part. peuvent très facilement retrouver une autre nationalité. Donc en fait, je veux dire, généralement les juristes hurlent là-dessus parce qu'ils disent « Ah là là, mais vous allez créer des apatrides ». Il faut répondre « Et alors ?» Et alors, concrètement, nous allons créer des gens qui seront déchus de droits civiques et qui resteront sur le sol français jusqu'à ce qu'ils décident de trouver, parce que ce sera compliqué évidemment, un autre pays, une autre nationalité. Mais encore une fois, je veux dire, voilà, il faut se donner les moyens. C'est pas un moyen impossible juridiquement, c'est simplement que voilà, ça fait bondir ceux qui sont empreints d'une certaine morale juridique que je ne partage pas du tout, bien sûr. Voilà, mais tout est possible en droit, absolument tout. Et on va bientôt conclure. Qu'est-ce que vous diriez aux Français qui aujourd'hui sont gagnés par le fatalisme et qui n'ont plus aucun espoir, qui ont baissé les bras et tout simplement qui ont envie d'abandonner? Alors, deux choses. Un, sur le plan des principes généraux, il faut changer de référentiel, changer de logiciel, changer de vision des choses, en revenir à une vision de défense de notre identité, de notre civilisation. Deuxième chose, moi, ce qui me paraît le plus important aujourd'hui, au-delà des débats, on va dire généraux ou nationaux, c'est la bataille aux frontières. La bataille aux frontières extérieures de l'Europe, aux frontières extérieures de la France, mais aussi aux frontières intérieures à la France. C'est-à-dire que ce qui me paraît très important aujourd'hui, c'est les batailles qui sont menées dans des bourgs, dans des villages, comme Pierre Gentier emmène par exemple à Bellearbre, pour empêcher l'implantation de foyers de migrants dans les bourgs et dans la France profonde. Parce que si on commence rapidement, Jean-Yves Le Gallou, on va bloquer l'ensemble du système.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Yves Le Gallou, vous êtes ancien député européen et président de Polémia. Et merci à vous Pierre Gentier, vous êtes avocat au barreau de Paris et chroniqueur.